On est en septembre 2023. Je m'appelle Julie et je suis assise sur une toute petite chaise dans la classe de ma fille Chloé. La journée est finie, mais la maîtresse m'a demandé de rester. Et cette conversation, c'est celle qui va absolument tout changer. Face à elle, je fais bonne figure, vous savez. Je souris, un peu crispée. Je lui sors la phrase que je sers à tout le monde depuis des années. Oh, vous savez, Chloé, elle est juste un peu rêveuse. C'est sa nature. Mais sur le chemin du retour, dans la voiture, mon estomac se serre. Parce que cette petite phrase, cette excuse, je sais très bien qu'elle ne suffit plus. Au fond de moi, ça fait 2 ans que je le sais. Pour que vous compreniez bien, ma fille Chloé, elle a 8 ans. Et c'est un amour de petite fille, vraiment. Douce, super sensible, avec une imagination incroyable. Le genre d'enfant qui peut passer des heures à dessiner ou à inventer des mondes entiers. Mais voilà. Depuis ses 6 ans, depuis son entrée au CP, il y a ces petites choses, des trucs qui clochent. Et pendant 2 ans, j'ai mis ça sur le compte de sa personnalité. Vous savez, les excuses qu'on se trouve en tant que parent. Elle perd tout. Ah, elle est tête en air. Elle oublie ce que je viens de lui dire à l'instant. Elle est dans son monde. Les devoirs qui prennent 3 heures au lieu de 10 minutes, elle a besoin de temps. C'est juste une rêveuse, elle est distraite. Je me suis construit tout un château d'excuses. Et là, les quelques mots de la maîtresse, ils ont fait s'écrouler tout le château d'un coup. Et forcément, comme je suis une maman, disons, un peu perfectionniste sur les bords, ma réaction, ça a été la panique. J'ai voulu réparer le problème. J'ai mis des guillemets à réparer parce que, vous allez voir, ça a été tout le contraire. On est entré dans un cercle vicieux terrible, fait d'échecs et de beaucoup, beaucoup de frustration. Ma première tentative, c'était en CP. La maîtresse m'alerte sur sa lenteur. Ok, plan d'action. Je lui concocte un système de révision super strict, tous les soirs. Le résultat ? Une catastrophe. On passait 2 heures sur les devoirs, 2 heures de larmes. Elle gommait tout, recommençait 10 fois la même ligne en pleurant. « C'est pas assez bien, maman, c'est pas assez bien. » Et moi, je perdais patience. Je finissais par m'énerver, puis je culpabilisais, je m'excusais. Et le lendemain, rebelote. L'enfer. Ok, plan B. L'année d'après, en CE1, je m'attaque à son bureau, qui est, une zone de guerre. Ma solution, l'organisation à l'extrême. Des boîtes, des codes couleurs pour chaque matière, des étiquettes partout. Le truc parfait sur le papier. Sauf que, en moins d'une semaine, c'était de nouveau le chaos. Le système était beaucoup trop compliqué pour elle. Elle passait un quart d'heure chaque matin juste à chercher son cahier de français. Et qui finissait par tout ranger à sa place encore et toujours, c'était Bibi. Et puis, il y a eu le coup de grâce, mars 2023. Chloé rentre de l'école, elle se jette dans mes bras, en larmes, et elle me sort cette phrase. Là, mon cœur de maman s'est littéralement brisé en 1000 morceaux. Ma fille, ma toute petite fille de 7 ans, pensait sincèrement qu'elle était stupide. Et la seule chose que j'ai pu penser à ce moment-là, c'était « c'est de ma faute. C'est moi, la mauvaise mère qui n'arrive pas à l'aider. » Bon, retour en septembre 2023, dans cette fameuse salle de classe. La maîtresse me tend une checklist et elle commence à lire les questions. Est-ce que Chloé oublie facilement les consignes ? Oui. Est-ce qu'elle perd souvent ses affaires ? Oh que oui. A-t-elle du mal à rester concentrée sur une tâche ? J'ai coché oui à tout. Je veux dire absolument tout. Et c'est là qu'elle me regarde très doucement et qu'elle me pose la question. Vous avez déjà entendu parler du TDAH, mais de la forme inattentive, celle qu'on voit souvent chez les petites filles. Alors là, TDAH, pour moi, ce mot, c'était le cliché du petit garçon qui court partout, qui grimpe sur les murs. Ça ne pouvait pas être ma Chloé, ma fille si calme, si sage. Sauf que cette nuit-là, je ne dors pas. Je passe des heures sur Internet et je tombe sur ce terme. TDAH à prédominance inattentive. Et là, c'est la révélation. Chaque article, chaque témoignage, chaque symptôme décrit, c'était un portrait craché de Chloé. La difficulté à démarrer une tâche, les oublis constants, la lenteur, cette sensibilité à fleur de peau, le perfectionnisme qui l'a fait pleurer au moindre défaut, tout y était. Et j'ai fondu en larmes. Mais pas des larmes de tristesse. C'était un soulagement, un poids énorme qui s'enlevait de mes épaules. D'un coup, je comprenais. Ce n'était pas ma faute. Et surtout, ce n'était pas la sienne. Le lendemain matin, première heure, j'étais au téléphone pour prendre rendez-vous. Le pédiatre, au début, a été un peu sceptique. « Oh, vous savez, à cet âge, elle est peut-être juste un peu immature, il faut attendre. » Mais cette fois, j'ai pas lâché. J'ai insisté. J'ai fini par avoir un rendez-vous avec une neuropédiatre, mais pas avant 4 mois. 4 longs mois d'attente. Mais je n'allais pas rester les bras croisés. Pendant ces 4 mois, j'ai dévoré des livres, des articles. J'ai appris tout ce que je pouvais.
Et j'ai commencé à changer notre quotidien, tout de suite, sans même attendre le diagnostic officiel. Fini les « mais enfin Chloé, concentre-toi » qui ne servaient à rien. Je les ai remplacés par des Chloé. Mon chat, regarde-moi. On va le faire ensemble. Je te le redis une fois. J'ai aussi arrêté de la comparer à sa sœur. Ce poison. Ça peut paraître tout guette, mais ce simple changement de ton, d'approche, ça a tout changé entre nous. Et puis, en février 2024, le diagnostic est tombé. C'était bien ça, TDAH à prédominance inattentive. Depuis, sa vie a changé. À l'école, elle a droit à des aménagements. À la maison, on a mis en place des trucs tout simples, mais qui nous sauvent la vie. Une petite checklist avec des images pour se préparer le matin. 1 minuteur pour les devoirs, 20 minutes et pas une de plus. Et son bureau, une seule grande boîte où tout va dedans. Et le plus important, on en parle, ouvertement. Elle sait maintenant qu'elle n'est pas bête. Pas du tout. Son cerveau est juste câblé un peu différemment. Alors, est-ce que tout est parfait aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Elle oublie encore son sac de sport, et oui, elle part encore dans la lune en plein cours de maths. La différence, c'est qu'il n'y a plus de colère, plus de culpabilité. Ni chez elle, ni chez moi. À la place, il y a de la compréhension. Et on a des outils pour l'aider à atterrir en douceur. Si mon histoire résonne un peu avec ce que vous vivez, j'aimerais juste partager 3 leçons, les 3 choses que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 2 ans, quand j'étais complètement perdue. D'abord, faites confiance à votre instinct de parent. Si cette petite voix au fond de vous vous dit que quelque chose ne tourne pas rond, écoutez-la. Même si tout le monde autour vous dit que c'est juste une phase. Cette voix, elle a souvent raison. Deuxièmement, le diagnostic, ce n'est pas une étiquette. C'est une explication. C'est la clé qui permet de dire à son enfant « Tu vois, ce n'est pas toi le problème. Ton cerveau fonctionne comme ça, et maintenant, on va apprendre à faire avec. » Et enfin, le plus important, n'attendez pas le papier d'un médecin pour commencer à changer. La bienveillance, la patience, les petites adaptations, ça, on peut le mettre en place dès ce soir. C'est Chloé elle-même qui a le mieux résumé tout ça un soir. Elle m'a dit cette phrase, et voilà, tout est dit. Mettre un nom sur ses difficultés, ça l'a libérée du poids de la culpabilité. Alors voilà, la prochaine fois qu'on entend quelqu'un décrire un enfant, surtout une petite fille, comme étant juste une rêveuse, un peu lente ou toujours dans la lune, peut-être qu'on pourrait s'arrêter une seconde et se poser la question, et si ce n'était pas juste sa personnalité? Et si derrière ce nuage, il y avait un cerveau qui appelle à l'aide, à sa façon?